Bonjour à toutes et tous. Bonjour Caroline. Bonjour. Bienvenue à Carnac. Merci beaucoup. Alors j'ai l'habitude d'y passer chaque été à Carnac pour venir faire la fête, me balader au bord de la plage. Mais aujourd'hui, je suis dans la boutique de Caroline. Caroline, est-ce qu'on peut démarrer cet épisode par ta présentation? Qui es-tu? Quel est ton parcours? Et puis comment a vu le jour une place pour chaque chose? Eh bien, je m'appelle Caroline Guézet, je viens d'avoir 46 ans, j'ai une fille de 13 ans. J'ai décidé de venir vivre ici en Bretagne depuis 4 ans. Je suis très attachée à Carnac familialement, historiquement. Et suite au décès du père de ma fille, j'ai décidé de déménager. J'habitais Nantes auparavant. J'ai décidé de venir m'installer ici. Et de vivre une vie différente et de donner une nouvelle étape aussi de vie à une place pour chaque chose que j'ai créée il y a bientôt 10 ans. Je vais fêter mes 10 ans en début d'année prochaine. Voilà. Merci. Je l'écrivais encore à quelqu'un hier avec qui je prépare un projet et je dis waouh, bientôt 10 ans. Incroyable. Et du coup, une place pour chaque chose, c'est mon premier ou mon deuxième bébé. Je n'ai qu'une fille de 13 ans incroyable, mais dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Voilà. Et en fait, mon deuxième bébé, c'est une place pour chaque chose. C'est vraiment une aventure de vie, une reconversion, une révélation. Un choix de vie vraiment, une vraie bascule que j'ai opérée il y a 10 ans, puisque j'étais auparavant dans la mode, je travaillais dans le retail. Sur les points de vente, mon métier c'était d'animer des équipes de vente et de gérer des comptes d'exploitation de magasins pour des belles marques. Donc j'ai un parcours de commerce, quoi. J'ai fait une école de commerce et j'ai fait l'Institut français de la mode, parce que je savais que je voulais être formée au commerce, mais que je voulais travailler dans la mode, notamment dans le prêt-à-porter, parce que je suis très attirée par le vêtement, la fabrication du vêtement, la mode bien sûr, mais aussi j'ai adoré travailler pendant 15 ans pour des très belles marques françaises ou italiennes. J'ai travaillé pour Max Mara, pour Petit Bateau, pour Lacoste, et donc mon métier c'était sur le terrain. J'étais pas du tout dans les bureaux de création. J'ai toujours été, je me suis très pragmatique, fille de terrain, et du coup je passais ma vie dans les points de vente, voilà, à vivre ce que c'est vraiment que la dernière étape du métier de la mode et du prêt-à-porter, c'est-à-dire confronter des collections, des concepts de marque à un public, une clientèle et tout ça. Donc j'ai été vraiment baignée dans le commerce, dans la culture du commerce, et aussi de défendre des belles marques et de s'occuper du client et d'être dans des endroits physiques qui rassemblent tout le travail et toute la conception en amont de personnes qui font à la fois de la production, enfin du produit, de la production, des concepts, du marketing, du merchandising. Tu te rendais directement dans les boutiques? Oui, moi j'étais en manager de région, du coup on dit responsable régional. Au début j'ai démarré dans les grands magasins, j'étais assistante, puis après j'ai grimpé l'échelle de ce métier. Le but, c'est d'aller animer des équipes de vente et d'être responsable d'une région pour un réseau de magasins. Donc Petit Bateau et Lacoste, je te laisse imaginer le nombre de points de vente, c'est monstrueux. Et je gérais aussi bien le grand magasin, la succursale, donc c'est-à-dire que la boutique qui appartient à la marque, que tout ce qui est partenariat, franchise, commission affiliation, concession en grand magasin, etc. Voilà. Et donc un métier de terrain où tu passes ta journée en voiture, dans le train, à aller dans les boutiques et à faire de l'audit de magasins, à évaluer des équipes, à aller faire du management, encourager, fédérer, booster le chiffre d'affaires, rendre compte à ta direction sur les comptes d'exploitation des magasins et aller travailler sur tout ce qui est aussi bien à l'entrée chiffre d'affaires que les coûts. Enfin voilà, donc tu gères aussi la business unit de vraiment une des petites entreprises, quoi, parce que le but c'est que voilà, tes points de vente soient rentables, que tes équipes soient en magasin, que les rideaux des magasins s'ouvrent et que le chiffre d'affaires rentre dans le tiroir caisse. Donc moi j'étais bercée à ça et pour des belles marques, donc en plus avec tout le côté qualitatif, d'aller défendre les concepts de qualité et d'excellence auprès du client quand il s'agit d'aller vendre et d'être la première personne à représenter la marque sur le terrain quand les clients veulent acheter ou sont pas contents ou veulent passer un bon moment pour acquérir une partie de la marque. Donc voilà, et j'ai fait 15 ans de ça. Donc c'est un métier génial, un métier usant, très formateur, surtout quand
Moi, j'ai quitté le textile il y a 10 ans. On connaissait déjà des difficultés, des prémices de difficultés sur la rentabilisation du retail, pour plein de raisons. La tension sur le marché, l'arrivée de la fast fashion, et puis les valeurs locatives des magasins qui font que parfois les comptes d'exploit étaient intenables, ou des modèles dans les grands magasins qui étaient un peu à bout de souffle, où on gagnait plus grand-chose, nous, les marques. Et du coup, c'est dans l'adversité qu'on apprend beaucoup. Et à la fin, mon dernier job, j'avais gravi le dernier échelon, qui était de monter en direction de réseau. C'est-à-dire que j'ai pris la direction commerciale d'un réseau pour une petite marque Chevignon à l'époque, au sein du groupe Vivarte, qui est l'ancien groupe André, qui n'existe plus puisqu'il a été complètement démantelé depuis. Et du coup, là, je passais à un niveau de direction. J'étais cadre dirigeant, je rendais directement compte en comité de direction aux actionnaires, et dans une dimension compliquée, puisque le groupe était en PSE. Donc j'ai eu les 2 dernières années à la fois hyper riches et en même temps très difficiles. PSE, c'est quoi? PSE, c'est le plan de sauvegarde de l'emploi. C'est la nouvelle façon de dire le plan social. Oui, okay. Voilà, de façon mignonne et sympathique, alors qu'en fait on sauvegarde pas, on va licencier, mais bon, de toute façon. Mais tu mets le doigt sur un truc qui, moi, a été le déclencheur, où je me suis dit non mais c'est plus possible, j'adore ce métier, mais là, dans la boîte où je suis, les conditions dans lesquelles je travaille, c'est plus possible. Donc, manager des équipes de vente dans ces conditions-là, être en contradiction avec mes valeurs humaines, c'était plus possible. Et du coup, j'ai souhaité partir. Et puis, à l'époque, j'étais en région parisienne, et j'envisageais avec le père de ma fille de partir en province. Je m'étais dit, voilà, il y a une fenêtre de tir. Et donc, je lâche ce job, et puis c'est un hasard du destin qui fait que, en fait, j'ai cru que j'allais prendre un autre boulot dans le retail, mais pour des outlets, pour une boîte qui allait bien, pour un truc plus cool, plus sympa, où j'avais juste à bosser derrière un bureau dans le Marais, et puis être sur le terrain, parce que ça, c'est dur, de passer sa vie sur le terrain. C'est physiquement compliqué, et puis pour la vie perso, c'est compliqué. Et j'étais persuadée que j'aurais ce nouveau job, et en fait, je l'ai pas eu au dernier moment. Et là, j'avais heureusement négocié une rupture conventionnelle. Et là, je me suis dit, il y a une fenêtre de tir pour essayer un petit projet qui me trottait dans la tête, parce que le week-end, j'aimais bien aller chiller, repeindre des trucs. Et voilà. Et justement, est-ce que la seconde main, là tu disais que le week-end tu aimais chiner, Ouais. est-ce que la seconde main prenait déjà une certaine place dans complètement, ta vie? Complètement. Moi, depuis presque toujours, j'ai envie de dire, pas en réflexe premier de consommation, parce que j'ai vraiment fait une évolution incroyable en 10 ans, et puis maintenant la société, on sait tous la part impressionnante que prend la seconde main sur les marchés, sur tous les marchés. Mais moi, j'ai toujours cette culture-là. Ma mère, elle m'a dit encore l'autre jour, j'ai halluciné, que son père lui disait qu'il fallait nettoyer les sacs plastiques pour les réutiliser à l'époque, dans les années 60. Je me dis, je vois d'où ça vient dans la famille. Je me dis, mon Dieu, on n'est pas loin de la radinerie quand même, mais bon. Mais ça, c'était une valeur familiale, quoi, où un sou est un sou, et on économise, on recycle tout, donc grand bricoleur, économe, je n'ai pas envie de dire radin, pas du tout, mais plutôt économe. Cette notion d'être économe, c'est surtout ça, plutôt qu'une conviction écologique à la base. Et quand même, je pense, du respect de l'objet, respect du vivant, de la matière et du temps qu'il a fallu pour se le payer et tout ça. Et moi, j'ai toujours connu ça. Donc ma mère, elle m'a toujours appris à aller me balader dans les dépôts-ventes. Quand j'étais étudiante, elle m'a équipé mon premier petit studio, en tout 100% chiné, dépôts-ventes, malin, des trucs de récup et tout ça. Et très vite, tous les week-ends, je me rappelle quand j'étais gamine à Orléans, on vivait à Orléans, j'allais au Puce, tu vois, le dimanche ou le samedi matin, je commençais des petites collections et tout ça. Voilà. Et maman m'a appris à retourner les meubles, les chaises, tu vois, regarder là derrière des marbres pour savoir les commodes si elles sont anciennes, les miroirs, tout ça. Elle m'a donné la passion, la fibre aussi des jolies choses. J'avais des grands-mères, puis je pense que ça faisait partie de moi. Et moi, en tant que jeune adulte, très vite aussi, je me suis mise, j'ai fait un bébé 100% Le Bon Coin. C'est-à-dire que j'étais arrêtée parce que j'avais une hernie discale, du coup j'avais du temps. Et j'ai passé 9 mois à ne pouvoir pas faire grand-chose. Du coup, j'étais première cliente de Le Bon Coin, et j'ai fait tout le trousseau, de la poussette au protège carnet de santé en seconde main. On a fait un jeu où je fabriquais aussi, j'avais fait fabriquer son petit couffin, j'ai cousu plein de trucs et tout ça. Et est-ce que tu t'es formée peut-être soit en ligne ou soit à travers des ateliers, que sais-je, justement pour peut-être apprendre à poncer
les matériaux, à les rénover, ou est-ce que Alors, moi, j'ai un peu tout appris, en un peu par autodidacte? moi-même ou enfin, en famille aussi, parce que c'est ça aussi que m'a transmis ma maman. C'est le bricolage. Donc, très jeune, j'ai appris à bricoler. J'ai un papa plutôt intellectuel et des banquiers qui lui m'a bien formaté aussi sur comment se créer son patrimoine et ma mère derrière comment l'entretenir à moindre coût et en faisant tout par soi-même. Donc moi à 23 ans j'ai acheté mon premier appart et je faisais mes premiers travaux, donc poncer, faire du carrelage, mettre des parquets, faire de la peinture, aller bricoler, aller bidouiller parce que j'avais pas un sou, tu vois, j'ai touché mon premier salaire et fallait faire des travaux, donc je me revois en train de gratter mes crémoines anciennes à Paris sur mes vieilles fenêtres et à me débrouiller, et à apprendre en me trompant, et en faisant plein de fois, et voilà. Et j'ai un petit frère qui est architecte aussi, et pareil, hyper débrouille. Donc dans la famille, ça fait aussi partie. On a une certaine habilité manuelle, un sens un petit peu ingénieur, malin. Et du coup, bah voilà. Non, moi je me suis lancée. Quand je me suis lancée, je savais déjà les bases de poncer un meuble, de dévernir, de peindre, comment on peignait, tout ça. Et après, j'ai continué à me former. Je suis une vraie autodidacte quand même dans le métier. Je me suis formée j'ai fait des cours de tapisserie fauteuil. Ok, Parce que ça, c'est hyper intéressant pour comprendre ce que c'est que fabriquer, voilà, un peu l'ébénisterie, peut-être un peu aussi le bois, comment sont conçus les fauteuils et surtout comment on les rénove. Et pouvoir ensuite évaluer, ça me permet toujours d'évaluer la qualité des pièces que je vais racheter ou ce que je vais pouvoir dire aux clients sur l'état et comment le restaurer. Et j'ai fait des cours de poterie aussi, de céramique, parce que j'avais envie de comprendre aussi comment on faisait, parce que la céramique, c'est un truc que j'adore. Comment c'était conçu, comment on tournait, comment on faisait au modelage, enfin les différentes techniques et tout ça. tu achètes à Carnac et Ouais. comment ça se passe en fait? Tu arrives à Carnac et là tu te dis, ok, au niveau professionnel, maintenant il faut que je me lance, il faut que je me vois déjà dans une boutique, je veux retrouver du sens humain aussi. Alors au début, moi j'ai Qu'est-ce que tu tout fais? fait en 100% Instagram. Et quand j'ai démarré, j'étais en région parisienne. Donc c'est en 2016. Ouais. Et là, je me suis dit au début, je ramassais des trucs dans la rue. Donc vraiment tout le monde se foutait de moi un peu. Ils se dit bon, elle s'amuse, elle a une fenêtre de tir, elle sait qu'elle va déménager à Nantes, elle a son chômage, elle est mignonne. Voilà, ma maman me disait quand est-ce que tu reprends un vrai métier. Voilà. Et puis j'ai fait ma petite bidouille dans mon coin. Et en fait, au début, mon modèle c'est Insta. Ok. Donc, non, pardon. Au début, mon modèle, c'est Le Bon Coin. Donc, c'était de vendre sur Le Bon Coin. Et en 2016, il faut se remettre en 2016, Oui. Insta avait 4 ans. Ouais. C'était le début de la digitalisation de la brocante. C'était le tout début. Il y avait Celency Brocante Lab, la première plateforme marketplace en France. Sur la brocante, c'est vraiment le début des premiers comptes Insta et tout ça. Et j'ai fait Le Bon Coin et très vite, j'ai créé mon compte Insta. En avril 2016. Parce que tu as vu que la mayonnaise prenait ou... Bah, je sais pas, on m'a dit, oh, fais un compte Insta, tu vas voir. Et au tout début, bah, c'était des posts, il y avait que les posts, il n'y avait pas de story, il n'y avait pas de reel. Et parce qu'il n'y avait pas de, il y avait pas de lieu non plus, donc tu prenais Ah ça ouais, à la ouais, maison, j'étais chez moi. chez toi. Ouais, j'étais chez moi, je bricolais sur la table de la salle à manger, dans mon box et dans ma cave. Et bah, je faisais plein d'annonces Le Bon Coin. Je mettais aussi sur Celency, du coup, en vente Celency, cette fameuse marketplace qui m'a aussi aidé à trouver pas mal de clients à Paris, de faire des beaux événements et tout. Et eux, ils avaient une grosse force de frappe. Donc l'idée, c'était de donner aux marchands une visibilité forte sur un très beau site qui était très bien travaillé, très bien référencé, de gérer ensuite service client, d'échange, trouver le client, piloter l'envoi de la marchandise et tout ça, et de faire des événements à Paris. Et ensuite, on leur redonnait une commission, si tu veux. C'est le principe de la marketplace, quoi. Et ça m'a vachement lancé aussi. Et après, mon compte Insta a commencé à grossir. Et à la fin, au bout de 2 ans, c'était 80% de mon chiffre d'affaires. Le canal. Ouais, en 2018. Parce que donc, au bout de 2 ans, on a déménagé. Je suis partie m'installer à Nantes, dans une grande maison, avec un atelier, du stockage. Au moment où à Nantes, enfin voilà, c'était. Je me suis fait une nouvelle communauté d'amis, une communauté Insta et tout. Et là, mon Insta a explosé. C'est 2018, Instagram, ça a été là. Tu l'as vu en termes de stats aussi sur tes Ouais, bah vidéos que tu c'était, partageais, les posts que tu ouais, partageais? c'était, oui, c'était. Après, j'ai pas une commu en 10 ans, 32 000 followers, c'est pas non plus Non, si, dingo, hein. enfin si, c'est quand même plusieurs dizaines déjà de Ouais, publications. c'est, voilà,
je trouve que c'est chouette, mais ça, Et ce qui est bien, ça a c'est explosé très vite en 2018-2020. Et malgré tes déménagements aussi, tu Ouais. vois, tu réussis grâce Ah à bah Instagram à ouais. nouer le Ouais. lien, je suppose, C'est avec les... Insta qui m'a permis de m'installer à Nantes, Mm. de continuer aussi à faire de l'envoi, parce que même si je trouvais mon client là où j'étais, l'idée, quand t'as pas de boutique aussi, c'est de devoir mettre à dispo les choses. Donc, je faisais des remises en main propre où j'envoyais. Donc, même à Nantes, en arrivant à Nantes, j'ai développé très vite ma clientèle nantaise. Surtout qu'il n'y avait pas beaucoup d'acteurs de la seconde main en 2018 à Nantes. Et c'était pas encore aussi tendance et aussi... enfin voilà, la seconde main, le vintage a explosé depuis, hein. Et notamment les gens qui le font en ligne, avec ça a explosé. Et du coup, il n'y avait pas trop de concurrence, donc c'était chouette, hein. C'était le moment où Il fallait se c'était le lancer, super en fait, moment. t'as Moi, pris ça a été le... complètement dingue, hein. C'était incroyable. Et je mettais un truc, une story, c'était vendu dans la demi-heure. Enfin voilà. Et en effet, ça m'a permis de déménager et de redéménager encore quand en 2021, j'ai décidé de venir ici. Donc déjà, j'avais des attaches parce que mes parents vivent ici, que le week-end, je venais ici, que dans mon Insta, il y avait un peu de Bretagne, que j'avais quelques clients dans le coin. Mais ça m'a permis de me dire, allez, je peux bouger, ça changera pas grand-chose parce que mon modèle, c'était encore aussi d'envoyer beaucoup. Donc voilà. Et aujourd'hui encore, j'imagine. Alors là, c'est à peu près approximative, un quota peut-être d'envoi. Alors c'est difficile de dire, mais de plus en plus, c'était mon objectif. Quand je suis arrivée à Carnac, en fait très vite, quand je suis arrivée à Carnac, je venais de vivre un truc assez terrible, la mort du père de ma fille. Donc j'avais besoin de me relancer dans mon projet. Enfin, j'étais déjà plus ou moins, c'est déjà quand même plus ou moins mon métier qui m'a sauvée. Le fait d'avoir cette passion, d'adorer ce que je faisais. Enfin, ce que je fais, et là je me suis dit, je peux donner une nouvelle dimension pour m'éclater encore plus. Et enfin, moi j'ai une espèce d'instinct de survie très très fort. C'est-à-dire que le fait d'avoir un trauma comme ça m'a donné une énergie incroyable. Et en quelques jours, je me suis dit, j'ai eu une opportunité, j'ai vu un local passer, je me suis dit, bah, tiens, on ouvre une boutique. Alors que je m'étais juré de ne plus jamais être en magasin. Quand je te raconte que j'ai fait 15 ans de retail, à la fin j'étais usée, j'en pouvais plus, je sais ce que c'est que d'ouvrir un magasin, je l'ai vraiment vécu. Gérer les boutiques, gérer le rideau qui s'ouvre pas, la caisse, la vendeuse qui vient pas, ce que ça coûte, et ce que ça coûte d'ouvrir une porte sur le trottoir. C'est-à-dire que tu as toute la diversité du monde qui se déverse et tu t'exposes, c'est comme si tu te foutais à poil. Enfin, c'est ça, ouvrir un magasin, c'est se foutre à poil. Et en permanence, c'est pire que les réseaux sociaux, hein, en fait. Hein. On dit les réseaux sociaux, c'est terrible. Mais avoir une boutique, c'est terrible parce qu'en fait, on entend quand même les gens les critiques. Sur les réseaux sociaux, on dit que les gens n'ont pas de barrière et ils se cachent derrière leur écran et tout. On peut éteindre le téléphone et décider de pas lire ou supprimer le commentaire. Quand tu es dans ta boutique et que, je parle de trucs négatifs, mais faut le dire parce que personne ne se rend compte de ça. Et c'est la vie. C'est-à-dire que tu vas pas plaire à tout le monde et du coup tu vas t'en prendre plein la figure et tu vas te prendre les gens qui sont de mauvaise humeur, tout comme tu peux l'être aussi parfois. Donc c'est compliqué aussi d'aller gérer des situations. Et donc ouais, ça en fait je n'avais pas du tout envie de le vivre parce que je savais trop bien ce que c'était. Mais en fait il y a eu quelque chose. Mais le faire pour toi, c'est pas comme si tu travaillais pour le coup pour une marque. Donc en fait. Voilà, ouais, je l'ai fait à ma façon. Et puis j'ai fait ma sauce. Là pour le coup, tu as des salariés. Ah non, du coup, et je l'ai dit, je vais inventer mon modèle où ça va pas être une boutique où je vais garantir, comme dans mes expériences d'avant, l'amplitude horaire de 60 heures semaine, d'avoir tel process de vente et tout. Je dis, j'ouvre un truc un peu à ma façon, comme je l'ai fait depuis le début, avec une place pour chaque chose, c'est-à-dire l'objet avant tout, la passion de l'objet, la rencontre de l'objet. Et grâce à la boutique, j'ai énormément rajouté la rencontre humaine. Et je me suis dit, j'ai envie de m'accrocher à du réel. Donc même si je sais que ça va pas être évident, c'est pas grave, je ferai ma sauce. Le truc sera pas tout le temps ouvert, je ne serai pas esclave de ma boutique. Mais je crois qu'aujourd'hui, clairement, je préfère être esclave de ma boutique qu'esclave d'Instagram. Et c'est surtout aussi pour ça que je l'ai fait. Parce qu'en fait, j'ai vraiment pris conscience aussi donc un peu quand même, ça m'angoissait, le fait d'être dépendante à 100% de Mark Zuckerberg et de son méta. D'accord. Ça m'angoissait un peu quand même. Et le côté, et on le voit bien aujourd'hui, c'est compliqué pour des créateurs de contenu qui en vivent ou les gens qui vendent sur les réseaux, cette notion de visibilité et de chasse à la visibilité, et de course, de changement des algorithmes. Voilà. Et en fait, je me dis, mais en fait, c'est pas ça.
Je dois jouer le jeu de ça. Je sais très bien ce que c'est. Je jongle avec depuis 10 ans. Mais je veux pas devenir dingue à cause de ça, quoi. Je veux m'éclater et je veux pas, en fait, aussi, surtout, j'ai aucune envie de devenir une monteuse. Effectivement, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, Ouais. et comme le format vidéo est celui qui est le plus plébiscité et le plus valorisé aussi sur Instagram notamment et comme TikTok aussi, eh bien, on est poussé naturellement à faire des vidéos et donc à avoir des bases en montage. Oui. Ah ouais, puis c'est même plus des bases qu'il faut avoir, enfin, et des outils. Et moi, je me suis toujours dit, je me limite au téléphone. J'y passe déjà un temps fou, mais je ne veux pas être en plus derrière un écran, faire du montage sur des trucs. Donc, je continue à faire du contenu. Et j'ai trouvé un espèce d'équilibre où mon Insta, je l'alimente, je le fais de façon très spontanée. C'est pour ça que je ne joue pas à 100% le jeu de l'algo, un peu, mais voilà. Et puis c'est pas grave, quoi. La priorité, c'est que les gens ils viennent dans ma boutique. Donc je garde ma présence sur Insta et je veux garder que le plaisir. C'est-à-dire que tiens, moi je bosse beaucoup sur les stories. En fait, les gens me suivent beaucoup pour les stories. Ah, hyper intéressant. Spontané. Contenu spontané. Story spontanée, complètement quotidienne, spontané. ou est-ce que il y en a tout le temps en permanence, mais il n'y a pas de règle. Enfin, il n'y a pas de règle. Parfois, il peut y en avoir un peu moins, mais clairement, ouais, c'est très rare. Ton message quotidien. Ah ouais, mais c'est très spontané. Ouais, okay. Il n'y a pas de calcul, jamais. D'accord. Donc ça part dans tous les sens. Le mercredi, je vais valoriser un produit de. Ah non, je ne prévois même pas. Non, c'est complètement spontané. Et c'est ce qui te plaît aujourd'hui? Ah ouais, mais je travaille comme ça depuis 10 ans. D'accord, si ça fonctionne bien. Ouais, et moi je veux que du kiff en fait. Moi je me suis créé un métier où j'ai décidé de vivre de ma passion. J'ai réussi avec mes compétences de gestion quand même, d'aller faire en sorte de créer un petit modèle qui fait que je rentre de l'argent, je gagne ma vie. Mais donc ça, je jongle bien avec ça, acheter des choses sur lesquelles je vais faire une bonne marge, être bonne vendeuse. J'adore vendre, je suis passionnée par voilà. Et je veux que du kiff. Dans mon modèle, le truc hyper ingrat, c'était de faire de l'envoi de marchandises. Donc ça, grâce à la boutique, je fais beaucoup moins d'envois maintenant parce que tu me poses la question, on parle beaucoup, mais maintenant c'est ma boutique qui fait la majorité du chiffre d'affaires. D'accord. Okay. Et du coup, Insta, c'est que du kiff. Et le Insta, il est plutôt là pour créer le lien, garder le lien, donner envie aux gens de venir. Et je continue à vendre un peu sur Insta, parce que j'adore ça, montrer des trucs. Quand je vois des belles choses et que je chine, j'ai qu'une envie, c'est de les montrer à la terre entière. Et dire, regarde comme c'est trop joli, c'est trop joli. Voilà. Tu fais des luminaires en plus. Ouais, je fais un peu de création, ouais. En plus, je voyais ça. Ça, j'adore faire ça. J'adore. C'est un kiff énorme aussi. Ouais. Ça rejoint un petit peu justement l'épisode précédent avec Marine qui aime beaucoup aussi le DIY. Ouais. Et donc toi, tu es quand même super attachée aujourd'hui à la boutique physique parce que c'est là où tes ventes en tout cas se déploient, bien que tu partages ta story quotidienne pour maintenir aussi le lien avec ton... je montre un peu ce qui se passe dans la boutique, ce qu'il y a comme nouveauté. Et ça te lie aussi, j'ai vu que tu... Oui, alors ça c'est un truc que j'ai commencé en avril dernier. Bon, je suis pas la première à faire ça, mais on est quelques-uns dans la brocante à proposer ça. Puis c'est une vraie tendance de proposer aux gens de vivre une expérience. Et la première édition était complètement dingue. On a monté ça en quelques semaines avec des vocaux avec Vincent qui est du coup un mec qui a des endroits magnifiques dans le Perche, qu'il a rénové, qui sont entièrement décorés 100% seconde main. Il a fini de rénover un autre lieu il y a quelques mois, et là on organise la 2e édition qui va avoir lieu dans cet autre endroit. Tout ça se situe dans le Perche, dans la campagne, un paradis pour chiner parce que tu as plein de brocantes. Et l'idée c'est de rassembler 12, alors c'est souvent des filles, excusez-nous, les garçons vous êtes les bienvenus si vous êtes passés par ici. La dernière fois c'était 12 filles, c'est très féminin, mais de leur faire vivre 2 jours, 2 grosses journées, enfin ça démarre le vendredi, on termine dimanche soir, où on passe des bons moments, c'est complètement informel, donc je fais avec un PowerPoint en disant alors pour chiner, il faut prendre ton porte-monnaie, il faut négocier, il faut machin, il faut aller là. Non, on vit le truc, on part tout ensemble comme des copines, on va chiner, tiens tu cherches ça, je t'explique, Caroline regarde le fauteuil rotin, qu'est-ce que t'en penses? Et on se fait des bonnes petites bouffes, des apéros, on a même dansé la dernière fois. Et voilà, des super rencontres parce que humainement c'est chouette, c'est de la transmission, transmettre ma passion. J'ai des pros aussi, des filles qui s'étaient déjà lancées pour faire la même chose que moi, qui sont venues à la première édition pour se mettre en confiance parce qu'elles me suivaient sur Insta et elles voyaient que je suis plutôt à donner plein de petits tips
Donc on a aussi échangé comment vivre de ça. Je me dis que ces projets-là, moi, ça me permet vraiment de me dire waouh, ce que tu as créé, c'est génial parce que Tu as une communauté ouais, qui est hyper engagée. Ah ouais, Et est-ce que d'ailleurs tu fais un tri des fois dans tes abonnés? Je voyais une copine là de Lorient qui disait oui, moi je vais supprimer les faux comptes parce que ça booste et tout, ça fait oh, j'en suis pas là. Ça s'autorégule, hein. Je pense qu'on a les followers qu'on mérite. Hein. Je dis toujours ça, on a les clients qu'on mérite, on a les followers qu'on mérite. Donc à un moment, c'est à toi de les éduquer, de comprendre où ils mettent les pieds, quoi. Ouais, c'est vrai. Et moi, franchement, j'ai pas c'est hyper cool maintenant, très très safe place. Et en moyenne, est-ce que tu as une donnée à nous partager sur le nombre de messages que tu reçois sur Instagram, que ce soit des demandes, soit sur des produits en particulier, des articles que tu vends, ou est-ce que c'est plutôt ça peut être des conseils aussi sur la Chine, enfin le fait de alors en fait, j'essaye depuis 10 ans de répondre à tout le monde. Okay. Bon, maintenant, parfois, il y a des flots de messages où je vois que la messagerie, elle n'arrive pas à suivre. Et clairement, je vois des non-lus qui ressortent 2 jours après. Donc, parfois, voilà, je zappe. Ou alors, parfois, je vais ouvrir un message et je fais autre chose et du coup, je réponds pas. Et à partir du moment où il a été ouvert, excusez-moi, je vous ai zappé. Mais relancer. C'est pas mon but. J'essaye de répondre à tout le monde. Mais je ne peux plus répondre En fait, quand les gens me demandent des conseils et astuces... Venez à la boutique. Ouais, en fait, j'arrive pas à répondre à tout le monde. Je l'ai bien cherché parce que je donne du contenu gratuit. Tout mon contenu est gratuit. J'ai jamais fait de. Tout le monde m'a dit ouais, tu devrais faire des chaînes YouTube et des machins où tu fais payer des e-books et des trucs. Non, ouais, je veux pas de l'abonnement et du truc. Non, j'y arriverai pas. Il y en a plein de mes copines là sur Insta qui l'ont fait. Miss Pagaille, allez voir Miss Pagaille, elle a fait un petit e-book pour chiner, c'est trop bien. On va faites le petit stage avec moi puis vous achetez le e-book de Miss Pagaille. J'ai beaucoup de demandes parfois de conseils de réno. J'ai pas le temps de répondre. Quand j'ai le temps, disons que j'ai le temps, je réponds. Donc je fais beaucoup de vocaux, ça va plus vite. Mais parfois je vais zapper. J'avais énormément de messages quand je vendais beaucoup sur Insta. À des périodes, je vendais et je faisais une story. Je vendais 30 articles dans la story parce que je faisais un retour de Chine. Je pouvais gérer 150, 200 messages dans la soirée. J'ai eu un e-shop, un Shopify pendant un moment et en fait je l'ai abandonné. uneplacepourchaquechose.com, allez-y, il ne se passe rien. J'achète le nom de domaine, je crois que les Shopify, ils veulent me virer. À chaque fois, ils me disent, ouais, ça marche, il se passe rien là, qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'ai pas envie d'y aller, mais on le garde quand même. Parce que j'ai le nom de domaine, je vais pas l'abandonner. Et en fait, je vends que sur Insta. C'est-à-dire que j'ai des messages automatiques, enfin, je réponds, les gens me posent des questions, c'est moins le cas maintenant puisque je me priorise à la boutique, mais je faisais des bulletins de Chine où je mettais tout, le prix, la dimension, l'état, je faisais un commentaire sur ma vidéo, je parlais, je montrais l'objet, je caressais l'objet, ça fait marrer des gens qui disent Caroline, ta marque de fabrique, c'est ta caresse de l'objet. Je fais ah bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a des gens qui me prennent pour du ASMR aussi pendant le confinement. Il y en a qui m'ont dit mais tu es notre série Netflix préférée quand tu es dans ta cave et que tu vas chiner. Tu nous fais croire que t'es allé chiner alors que t'es confiné. Parce que j'allais chiner dans mon stock. Je faisais des stories ou des do it yourself ou des trucs, des astuces, tu vois, pour comment sauver des trucs. Et les gens m'ont souvent dit mais heureusement que t'étais là pendant le confinement, moi je te suivais, t'étais ma petite série quotidienne quoi. Donc après j'ai créé des relations incroyables, j'ai rencontré un nombre surtout des filles, aussi des garçons, incroyable, une communauté de gens qui sont des amis. Certains je les ai vus qu'une fois, voire jamais. La Miss Pagaille là, Céline, on ne s'est jamais vu en vrai, ça fait 10 ans. Et c'est une fille avec qui j'ai des échanges dingue et même dans les pires moments de ma vie, on échange, on se soutient. D'où la force des réseaux sociaux. Ah ouais, donc le côté c'est très positif. Et donc voilà, et aujourd'hui, je dois gérer, 50, 100 messages par jour. J'en vois qui se sont grillés la tête, sincèrement, parce que à se dévaloriser en disant j'ai plus de likes, j'ai plus de visibilité et tout, et moi ça m'angoisse, je veux pas vivre ça. Donc je le ressens. Je l'ai ressenti, bien sûr, parce que moi, mon nombre de vues, il a vachement baissé. J'avais des stories avec 5000 vues. Maintenant, j'ai des stories qui ont 2500, 3000 vues. Bah ouais, je peux pas assez de reel. Donc, je ne nourris pas l'algo comme il le voudrait. Ce qui est déjà fou. J'ai 7000, enfin, je sais pas, dans le profil. 2500
personnes en face de soi. Ah non, mais c'est déjà énorme. Hein. Souvent, quand on dit ça, il y en a qui te regardent et disent non, mais t'as quand même 2500 personnes tous les jours qui matent tout ce que tu mets. Ouais, parfois, je réalise pas et je dis ouais. Souvent, on me dit non, mais ta commu, c'est l'équivalent de la ville de machin. Tu te rends compte de ça? Qui sont dans ton salon? Pas dans mon salon, mais les stories, on peut dire, ils sont dans ton salon, 2500 personnes qui sont avec toi, parce que en plus, tu partages des trucs un peu intimes parfois et spontanés dans les stories. Encore plus en story, c'est vrai que... Moi, beaucoup, ouais. C'est là où je... Et toi, Caroline, est-ce que tu as un jour utilisé la publicité, boosté un post en particulier? Non. Jamais. En fait, j'ai comme règle depuis le début d'une place pour chaque chose de faire 0 frais. Alors, je suis en mode 100% radin et les gens me disent non, mais Caroline... Et en fait, c'est comme un espèce de jeu. Depuis le début, je me suis dit, je veux créer de la valeur à partir de rien. Donc rien, c'est pas rien. J'utilise ce que j'ai déjà, j'utilise mes mains, c'est l'objet avant tout. J'utilise un iPhone, donc voilà, j'ai donné 1000 € tous les 3 ans à nos amis de la pomme, quand même. C'est pas rien. Et pas de pub, pas de frais marketing, pas de frais de graphisme. Non, c'est vrai que tu délègues. J'ai pas de logo, et en fait, je délègue pas. Alors ça, parfois, je me dis, mais Caro, t'es quand même un peu centrée sur toi. Et je crois que c'est devenu ma marque de fabrique aussi. C'est d'essayer de tout faire par moi-même. Et c'est ma limite, en fait. C'est mon précaré, c'est ce que je sais faire moi. Et aujourd'hui, on peut devenir un peu fou, on peut avoir plein d'ambitions. Et moi, je me raisonne en me disant, fais avec ce que... Ça t'empêche pas de rencontrer plein de gens, de créer plein d'événements ou des petites des choses avec les autres. Mais voilà. Et la pub, non. Du coup, j'ai jamais donné 1 € sur n'importe quel... aucun support, quoi. Ma seule pub, c'est... je le dis souvent, c'est la lumière que je dépense, l'électricité que je dépense jusqu'à minuit dans ma vitrine. Au moment où j'ai explosé, j'ai trouvé mon rythme de croisière et ma commu, mes 20 000 abonnés, je l'ai fait à la période hyper forte d'Insta où tu n'avais pas trop besoin de sponsoriser. Donc ce gros socle, je le garde, il est très fort. Et maintenant, j'ai une boutique où j'ai mis de l'argent. Et aujourd'hui, ça ne sert à rien que je fasse de la pub parce que je ne serais pas capable de gérer l'afflux de clients ou tu vois, je suis auto-entrepreneur. Donc moi, ma limite, c'est ce que je sais faire, ce que ma voiture s'est transportée, ce que ma boutique s'est exposée. Et bon, parfois, c'est un peu frustrant. Je me dis, ouais, Caro, tu vas peut-être tourner un peu en rond. Et, parce que voilà, auto-entrepreneur, tu es condamné à faire ton plafond de chiffre d'affaires et gagner le mieux ta vie dans cette cour de récréation. Donc du coup, c'est un vrai luxe de dire, j'ai pas de pression à me dire, il faut que j'aille absolument trouver plus de visibilité, plus de clients. Après, on ne sait pas, hein, peut-être qu'un jour, je vais changer de modèle. Et est-ce que je peux te demander justement... Je vais avoir envie de plus, tu vois. Où est-ce que tu te vois dans 1 an? Sur Instagram? Toujours? Oui, je vais pas partir d'Insta. Je vais pas abandonner une place pour chaque chose. J'aurais l'impression d'abandonner des gens en petit stade, là, de dire au revoir, de me barrer. Non. Mais ce qui me rassure vachement, c'est que si mon Insta va moins bien, si pour une raison XY je fais une overdose ou que je fais une grève d'Insta, les gens ils savent où me retrouver, ils savent où vit mon petit business et moi je sais que j'ai cet endroit pour continuer à kiffer, quoi. Et ça me rassure vraiment et ça me permet du coup d'être hyper zen sur Insta. Je pense que on peut aller voir, si ça te dit, dans tes paramètres sur Instagram, le temps justement que tu passes, la moyenne quotidienne. Ça, mon Instagram Dieu. me le dit. En fait, c'est mon outil de travail numéro 1, hein, donc je passe ma journée dessus, je réponds à mes clients. Alors, c'est où? Ton moyen passé par jour sur Instagram, c'était pareil la semaine dernière. Sachant qu'on a des pics, tu vois, avec des journées où on voit que tu as été plus active. Mardi, on a un peu dérapé, là. Hein. Tu peux le savoir, en cliquant... 4h44. Ça se rapproche plus de... C'est ça, mais on peut pas changer la période observée? Tu utilises les enregistrements, les collections. Carrément. J'essaie de classer, tu vois, les restos, les bonnes adresses ou les marques. Tu vois, j'ai eu des problèmes atopiques ces derniers temps et je fais beaucoup ça, même pour ma vie perso. Je sollicite ma communauté Insta qui est mais la meilleure IA qualifiée du monde pour répondre à toutes mes questions. C'est génial, je cherche une adresse, un bon plan dans un endroit où là, je cherche des bonnes crèmes, vos astuces pour soigner votre eczéma, machin. Et là, c'est magique parce que ça, c'est un truc de dingue sur Insta. Quand tu as une communauté qualifiée qui te suit vraiment parce qu'elle aime
elle aime ce que tu fais, donc elle te connaît hyper bien. Tu te rends compte que tu as 30 000 personnes qui commencent à un peu bien te connaître, donc tout le monde te dit ah là là, tu te rends compte, tu as dévoilé toute ton intimité à 30 000 personnes. Et le jour, en fait, tu as un problème, tu as besoin d'un truc et tout, tu dis bah, c'est complètement dingue parce que c'est plus fort qu'une IA, c'est-à-dire que c'est complètement qualifié sur toi. Et te connaissant, Caroline, ça tu devrais aimer, ou je sais, Caroline, que ça, donc essaye ce truc. Et dingue. Et là, j'ai des pharmaciennes qui m'ont conseillé des crèmes qui me sauvent la vie depuis un mois, tu vois. Merci, Insta. Ouais, c'est au-delà de l'IA, là, c'est même de l'IC, comme on dit, c'est l'intelligence collective. En fait, Ouais, toi, tu as su fédérer. et hyper qualifié. Où là, j'ai fait un week-end avec des copines à Angers, j'avais demandé des adresses. Toutes mes copines elles m'ont dit non mais c'est trop bien, on était dans des endroits trop bien. J'ai dit ah bah oui, on a eu la crème de d'Angers, toutes les bonnes dernières adresses, les lieux sympas et tout, grâce à notamment à ma commune, quoi. Bien. Génial. Bon, écoute Caroline, comment on fait pour te retrouver? Si on a envie de venir à la boutique ou sur Instagram? Instagram, c'est une place pour chaque chose en toutes lettres. Et sinon, donc à Carnac, plage, à 50 mètres de la plage, au 14 avenue de Kermario. La boutique qui fait l'angle et celle qui est juste à côté. C'est dans le même bâtiment et vous êtes en face d'un très bel hôtel. Vous pouvez aller dormir à l'hôtel en face et vous avez la plage à 50 mètres. Donc, c'est parfait. Et il y a plein d'autres trucs sympas à voir à Carnac. Il n'y a pas que moi. Il y a aussi des petits menhirs qui ont été classés UNESCO au mois de juillet. Rien que ça. Ah ouais. Merci encore Caroline. Bonne écoute à toutes et tous. Et puis à très vite sur la chaîne Rose Communication. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao.